Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode de la quête de l'étranger. Si vous ne connaissez pas la quête de l'étranger, pas de panique, cet épisode peut être vu indépendamment du reste. Mais si vous souhaitez en profiter à fond, n'hésitez pas à aller consulter la playlist qui va s'afficher en haut à droite de votre écran. Allez, j'espère que vous êtes prêts, car c'est parti. Je pense que je devrais me présenter. Je m'appelle William. Pendant la moitié de ma vie, j'ai été aide-soignant en maison de retraite. Je m'occupais de personnes dites problématiques. C'est un mot politiquement correct pour dire complètement dingue. Du moins, c'est ce qu'aimaient répéter mes anciens collègues quand nous étions en pause. Cependant, moi je ne les voyais pas comme cela. Je voyais les personnes derrière un amoncellement de traumatismes, tous plus graves les uns que les autres. Mais effectivement, certains n'étaient même plus en état de communiquer. D'autres étaient violents, au point d'en être très dangereux. Seulement, au milieu de cette tempête, il y avait comme un navire qui continuait à voguer sans jamais dévier de sa route. Il s'appelait James. Il avait 92 ans au moment de sa mort. Je l'ai connu pendant presque 10 ans. James était un très bon vivant, qui aimait rire, danser et même chanter lors des animations qu'on organisait pour les divertir. Nous avions un temps réglementaire à passer pour chaque patient. 12 minutes par chambre, pas plus. Les pauvres étaient à peine considérés comme des êtres humains. Parfois, certains résidents ne prenaient pas de douche pendant une semaine entière, si ce n'est plus. Et le dîner, toute une histoire. Le repas était servi par ordre alphabétique. Ceux ayant un nom commençant par un A devaient manger dès 17h30. Ce traitement en a démoralisé plus d'un, mais pas James. Pour sa toilette, il s'en occupait d'une façon ou d'une autre. Et quand bien même, il répétait à qui voulait bien l'entendre qu'on ne mesure pas la dignité d'un homme à ce qu'il échoue, mais à ce qu'il entreprend. Je ne compte plus le nombre de fois où, en prenant ma garde, j'ai dû ramasser James tombé par terre parce qu'il avait voulu prendre une douche seul. Et pour les repas, ce pauvre James s'appelait Hartwood. Il était le tout premier de la liste. J'avais tellement mal au cœur à l'idée de lui donner son plateau dès 17h30. Mais lui, il m'accueillait toujours avec un large sourire. Pas une fois je ne l'ai vu se plaindre de ses conditions de vie. Cet homme a été, et bien des années après, est toujours mon modèle. Même si le règlement est strict, il n'était pas rare que je revienne sur mes jours de repos pour lui rendre visite. J'aime à penser que nous avions tissé un lien fort, un respect mutuel, voire même une amitié solide. Il était très perspicace et surtout très franc. C'est pour cela qu'un jour, lors d'une de mes visites, il m'a lancé. Dis-moi, William, tu n'as pas d'autre chose à faire que de venir voir un cadavre ambulant comme moi. Hé, ne dites pas ça. Vous avez encore de longues et heureuses années devant vous. Vous le savez, tout comme moi. Oh non, je mourrai le 18 juin 1992. Je crois même qu'un jour, j'ai su l'heure, mais cela n'a plus d'importance désormais. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Comment le sauriez-vous d'ailleurs? Mon garçon, j'ai vécu une très longue vie. Et durant cette vie, j'ai connu et perdu beaucoup de choses. Avant, j'étais comme toi. J'étais jeune et fougueux. Et surtout, amoureux. C'est à mes 21 ans que tout a basculé. Ce jour-là, Maëma a eu cette horrible maladie. Elle n'avait que très peu de chances de survie. Je le savais, mais je devais tout tenter pour la sauver. Je me suis tourné vers les meilleurs spécialistes. J'ai dépensé des fortunes. Malheureusement, tous m'ont dit la même chose. Avec notre niveau de connaissance actuel, cette maladie est incurable. Pendant un temps, j'ai perdu foi en la science. Mais je me refusais à abandonner. Un jour, lors d'une visite dans un temple, j'ai entendu parler d'un casino où il se passait de drôles de choses. Grâce à une de mes connaissances,
j'ai pu acquérir une pièce de monnaie extrêmement ancienne. Cette fameuse petite pièce était un prérequis pour participer à cet événement. C'est comme cela que le 31 octobre 1921, j'ai été un des rares élus à pouvoir pénétrer ce casino pour tenter ma chance. Malheureusement, je n'ai pas eu le courage d'aller au bout. J'ai abandonné et elle s'en est allée seulement 2 semaines après cela. Les regrets sont la pire des punitions, William. Ne l'oublie jamais. Nous avons discuté encore plusieurs heures ce soir-là, et au terme de notre conversation, il m'a tendu la main. En son centre, tenait un tout petit bout de métal usé. Oui, c'était bien la fameuse pièce ancienne dont il m'avait parlé. Je ne sais même pas comment il a pu la conserver tout ce temps. Les patients de l'unité psychiatrique ne pouvaient pas garder d'objets métalliques sur eux. Même une pièce aurait dû lui être retirée. Mais bref, je l'ai poliment refusé. Et contre toute attente, à ce moment précis, James perdit son légendaire sourire. Bien sûr, ce ne fut qu'un court instant, mais de sa part, c'était intriguant. Pendant plusieurs semaines après cela, il a refusé de me voir. Je pense qu'en refusant son cadeau, je l'avais profondément blessé, même si je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Puis, le 17 juin 1992, je prenais mon service à 22h30. C'était un jour banal de plus. James avait même recommencé à être comme avant l'incident qu'il y avait eu entre nous. Nous ne sommes d'ailleurs jamais revenus dessus. Il était trop fier et moi bien trop gêné pour oser en parler. Aux alentours de 23h, je suis venu le voir dans sa chambre. Il était un peu agité et avait préparé ses affaires comme s'il partait pour un grand voyage. Il ne m'a répondu que par un sourire. C'est à ce moment que je me suis rappelé ce qu'il m'avait dit. Je mourrai le 18 juin 1992. Il était persuadé de mourir le 18. Il fallait que je l'accepte. Ce vieux monsieur commençait à perdre la tête. Je suis sorti de la chambre pour n'y revenir qu'à mon départ, le 18 à 11h du matin. Je crois que toute ma vie je me souviendrai du choc intense que j'ai ressenti en entrant dans la chambre. Il était là, étendu paisiblement sur son lit, les yeux grands ouverts, mais sans vie. J'ai dû pleurer toutes les larmes de mon corps ce jour-là. J'ai perdu un patient, un ami, mais surtout un mentor. Le lendemain, j'apprenais qu'il m'avait adressé une lettre qu'il avait remise à la direction. En héritage, il me laissait 2 choses et me demandait d'exécuter une dernière volonté. Tout d'abord, il m'adressa un long courrier. Dedans, il y avait des anecdotes sur lui, sa vie, et sur celle qui aurait dû être sa femme, Emma. Mais il y avait aussi une série d'instructions pour me rendre à ce fameux casino. Et la seconde chose était la fameuse pièce que j'avais refusée quelque temps plus tôt. Pour finir, sa dernière volonté était que quoi qu'il en coûte, je ne devais pas vivre avec des regrets. J'ai suivi ce principe à la lettre les 4 mois qui ont suivi. Puis, quand est venu le jour fatidique, j'étais prêt. Ou du moins, je le croyais. Je savais comment trouver ce fameux casino. Le 30 octobre 92, j'ai donné ma lettre de démission à mes employeurs. Ils n'ont même pas fait semblant d'être inquiets ou tristes. Je peux le comprendre après tout. La mort de James m'avait beaucoup affecté, bien plus qu'elle n'aurait dû. Donc c'était décidé. Ce jour-là signait le point de départ d'une nouvelle vie pour moi. Je me souviens même que c'était un vendredi. Les bars étaient pleins à craquer. Ouais, presque aussi pleins que ma tête, qui était prête à exploser. Quand minuit a sonné ses 12 coups, une envie intense de m'enfuir commençait à me saisir. Je suffoquais presque à l'idée d'aller affronter cette épreuve que même James n'a pu supporter. Mais je savais que quoi qu'il arrive, et où que je sois dans le monde, je ne pourrais plus échapper au casino Infernum. Quoi qu'il arrive, et où que j'aille à midi pile, je ferai face à l'entrée de ce qui pourrait bien être ma tombe. Toute la matinée j'ai eu mal au ventre, et je crois même me souvenir avoir craché du sang quelquefois. Le stress de toutes ces aventures me rongeait profondément. Mais pourquoi je me suis embarqué là-dedans ? Ça, je l'ai pensé souvent depuis la mort de ce vieux sage qui m'avait servi d'ami presque une décennie. Cependant, cette fois, c'était différent. Je sentais que j'étais destiné à faire de grandes choses. C'est pour cela que quand l'horloge a posé son aiguille sur le 12, j'étais enfin prêt. J'ai fermé les yeux, et quand je les ai réouverts, j'étais entouré de centaines de gens,
qui, comme moi, venait d'être transporté devant une sorte de vieux bâtiment délabré. Jamais à l'époque je n'aurais pensé qu'autant de gens essayaient d'améliorer leur vie par ce biais. Nous devions bien être au moins une centaine agglutinés là à attendre que quelque chose se produise. Mais il ne se passait rien du tout. Enfin, c'est ce que quelqu'un d'inattentif aurait pu croire. En réalité, plus les minutes passaient, et moins nous étions nombreux face au vieux bâtiment. Ce que je craignais était en train de se produire. Le nombre de postulants n'était limité que par le nombre de pièces. En revanche, celui de ceux qui pouvaient réellement participer à ce jeu macabre possédait une limite bien plus basse. Je me suis donc mis sans tarder à examiner tous les moindres petits recoins de ce qui se trouvait face ou autour de moi. Puis je l'ai vu. Un texte était gravé là, juste sous mes yeux. Très étrangement, quand j'essayais de le lire dans ma tête, les mots devenaient confus. En revanche, je pouvais le lire à voix haute et ceux d'une voix nette et concise. Fut un temps de son corps, elle donna naissance à une multitude de choses. Elle était la déesse de la vie, une créature grandiose. Puis, dans un fracas assourdissant, le vent de feu fit son apparition. Il était combattu, entre autres, par la guerre et le temps. Mais elle se refusa d'affronter l'abomination. Sans comprendre comment, je n'étais plus dehors avec les autres, mais dans une immense salle de casino. Peu importe où mon regard se posait, je ne voyais que d'énormes machines à sous. En marchant un peu dans l'allée centrale, j'ai pu voir quelques personnes en train de jouer. Ça ne m'aurait pas choqué si l'un d'eux n'avait pas subitement vieilli avant de finir en cendres alors que je passais à côté de lui. J'étais pris de panique. J'ai hurlé pour que les secours viennent, mais personne n'est venu. Bon, en même temps, qu'aurait fait un secouriste face à un tas de cendres? Sans doute rien, mais je ne sais pas, j'ai pas réfléchi. Il m'a bien fallu une dizaine de minutes pour calmer l'angoisse qui avait pris place en moi. Quand ma panique s'est enfin volatilisée, une pensée trouble m'a étreint le cœur. Personne n'a bougé. Aucune des autres personnes n'avait levé le moindre petit doigt, ni même n'avait esquissé un mouvement. J'étais en train de comprendre que le monde que je connaissais jusque-là n'avait aucune place ici. Si je devais qualifier cette journée de ma vie, ça serait marche ou crève, ou plutôt joue et vis. Je me suis donc plié aux règles du Casino Infernum, qui, décidément, portait vraiment bien son nom. Je me suis installé à une machine à sous. Je n'y avais jamais joué avant, mais grâce aux nombreux films de gangsters que j'ai regardés dans mon enfance, je pensais être prêt. J'ai inspecté la machine en long, en large et en travers. Je pense me souvenir encore aujourd'hui du moindre détail qu'elle possédait. Elle était très massive et surtout très décorée. C'était totalement différent de ce quoi je m'attendais. Elle était recouverte de dorures et de gravures de toutes sortes. Sur le bas de la machine, il y avait un clavier et un levier en ivoire. Au centre de l'appareil se trouvait un écran dont la qualité me semblait irréelle, presque anachronique. Je veux dire, nous étions le 31 octobre 1992. Et à moins que je fasse une erreur, les écrans LCD ne sont arrivés que bien plus tard. Et le tout était encadré de tas d'ampoules, qui jusque-là étaient à l'arrêt. Bref, j'ai mis ma pièce dans la fente. J'ai attendu quelques secondes avant qu'elle se mette à s'agiter et à clignoter de partout. Puis un texte est apparu à l'écran. Il m'expliquait les règles du jeu et finissait par une date. Oui, vous l'avez sans doute compris, comme je l'ai instinctivement saisi à l'époque. Ce qui s'affichait à l'écran était la date de ma mort. J'ai dû lire 3 ou 4 fois les règles pour être sûr de ne pas me tromper. Pourtant, elles tenaient en seulement 2 lignes. Pour jouer, il suffit d'annoncer combien d'années de vie nous décidons de parier, puis répondre à la demande qui apparaîtra à l'écran. Nous avons exactement 40 chances pour tout jouer, et la mise minimum est de 1 an. Si l'on gagne, les années pariées se transforment en années de chance. Si l'on perd, eh bien, nous perdons tout simplement les années misées. À ce stade, je pouvais encore arrêter le jeu ici, récupérer ma pièce et quitter le casino, sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Mais je n'avais pas fait tout cela pour m'arrêter en si bon chemin. Alors j'ai poursuivi. J'ai joué encore et encore. De temps à autre, l'odeur désagréable de brûler me parvenait.
Au début, je regardais avec dégoût ce qui se produisait autour de moi. Puis, avec le temps, je n'y faisais même plus attention. L'idée même de la mort ne me faisait plus réagir. J'étais devenu totalement accro au jeu. Je pariais mon temps de vie, comme d'autres pariaient des pièces qu'ils venaient de retrouver au fond de leur poche. Puis, à ma 38e chance, j'ai mis tout ce qu'il me restait, soit 12 ans. Le texte qui est apparu sur l'écran n'avait strictement rien à voir avec ce que j'avais eu jusqu'à présent. Là, c'était une question qui n'avait pas de sens pour moi. De mémoire, c'était « Auriez-vous laissé en vie votre amour s'il vous avait trahi ?» 2 réponses étaient possibles. Oui ou non. Sans trop savoir quoi répondre, j'ai sélectionné oui. Et, à ma grande surprise, le jeu ne s'est pas arrêté là-dessus. Il m'a bien crédité mes années de chance. Mais du texte est apparu à l'écran. Aujourd'hui, ce texte ne m'évoque toujours rien. Mais peut-être qu'il sera plus clair pour vous. Quand le vent de feu fut arrêté pour la toute première fois, elle fut condamnée à recevoir une punition divine. Plusieurs déités se sont alliés pour lui faire payer. À la fin de la confrontation, seul le maître du temps et de la guerre était encore debout. Mais Akron, à bout de force, reçut son châtiment. Pensez-vous que Akron l'avait mérité? Oui ou non? Comme je vous l'ai déjà dit, ce texte n'a aucun sens pour moi. Mais mon instinct me commandait de dire oui. Alors c'est ce que j'ai répondu. Et là encore, toutes les lumières de la machine s'allumaient en même temps, dans un déluge de couleurs vives. Et enfin, vint la dernière question, et elle était encore bien plus perturbante que le reste. Le message me disait, très exactement, le 31 octobre 2021, une nouvelle sélection aura lieu. Dévoile les règles au plus de potentiel élu possible. Alors, voulez-vous vivre votre vie à nager dans une chance incroyable ou vivre avec des regrets ? Vous pouvez répondre à cette question directement en commentaire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et surtout, j'espère que si vous ne suivez pas encore la quête de l'étranger, cela vous donnera envie de vous y mettre. Je fais une petite parenthèse pour encore remercier Piraku pour m'avoir prêté sa voix dans cet épisode. Il est comme à son habitude extrêmement bon. Foncez découvrir son travail. Et comme toujours, voici les 3 mots du jour. Si vous ne savez pas ce que c'est, faites un tour en description. Tout y sera indiqué. Alors, aujourd'hui, ils sont machine, sondage et turquoise. Sur ce, je vous souhaite une bonne chance. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre étrange rendez-vous.